y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Le côté négatif, c'est qu'on avait finalement eu très peu d'informations vraiment intéressantes venant de Chine. On s'en a aperçu au fur et à mesure, donc on a été obligé de prendre en compte plein d'autres paramètres sur le plan clinique, par exemple, avec des malades qui n'arrivaient pas uniquement avec des pneumonies, comme ça avait été décrit en Chine, mais des malades qui pouvaient avoir une grande diversité de symptômes cliniques. On s'est également aperçu que l'intensité de l'épidémie était beaucoup, beaucoup plus importante. Donc, probablement que la Chine a complètement sous-estimé, exprès ou pas, hein, de façon intentionnelle ou pas, l'intensité de l'épidémie. Probablement que si on avait su plus tôt, eh bien, on aurait eu des capacités d'adaptation plus rapides, en tout cas initialement. Et les côtés positifs, c'est que le système de soins a montré une très grande adaptabilité et on a été capable très rapidement d'adapter nos structures de soins à ce qui s'est passé. Oui, tout de même, probablement que sans le confinement, on aurait eu beaucoup, beaucoup plus de morts avec une saturation très rapide et complète du système de soins. On peut, même si on vit une période très tendue ces 2 dernières semaines, on ne peut pas dire qu'on est arrivé à complète saturation avec des patients intubés qu'on n'a pas pu placer en réanimation. Donc, on s'est quand même bien adapté et je pense que c'est en grande partie grâce aux effets positifs du confinement. Même si un confinement plus important, voire un confinement total, aurait peut-être permis de lever un peu plus le poids sur le système hospitalier. Celui-là nous surprend tous les jours, puisque tous les jours, on découvre de nouvelles entités cliniques. Et c'est un virus qui est beaucoup, beaucoup plus polymorphe dans sa présentation clinique que ce que l'on attendait au début. C'est vrai que quand il a émergé de ce qu'on a eu comme retour de Chine, il se présentait essentiellement comme des pneumonies sévères qui pouvaient conduire à la réanimation. Et en fait, c'est un virus qui a un tropisme extrêmement varié, qui peut autant attaquer le système digestif que le système rénal, que le système neurologique, et que les poumons, que l'expression pulmonaire, en fait, n'est qu'une entité parmi d'autres. Et on voit bien qu'on n'est pas uniquement dans une maladie infectieuse où on va donner un agent anti-infectieux et on va guérir. On est dans une pathologie beaucoup, beaucoup plus complexe qui est vraiment immuno-infectieuse et que des agents qui ne s'adressent qu'au virus probablement ne vont pas marcher et qu'il va falloir associer les deux et vraiment attaquer la pathologie par son expression virale mais aussi par son expression immuno-inflammatoire. Le virus touche tout le monde, mais on voit bien que dans l'expression des symptômes et de la maladie, on n'est pas tous à la même enseigne et que c'est vraiment les plus fragiles d'entre nous, ceux qui ont le plus de comorbidités, de pathologies associées, qui sont les plus à risque de faire des complications. Le grand âge, évidemment, et ensuite tout ce qui ressort du dysmétabolisme, donc l'obésité, les complications cardiovasculaires, les complications métaboliques, font que certains patients sont beaucoup plus malades que d'autres. Et c'est un virus qui touche, je vais dire, qu'il y a une connotation sociétale très forte parce que quand on est jeune, en bonne santé, qu'on s'alimente bien et que l'on fait du sport, eh bien en général, on a des symptômes mineurs, voire pas de symptômes. Et puis, quand on ne fait pas de sport, qu'on est en grand surpoids et qu'on vit dans des zones de grande promiscuité, on est beaucoup plus à risque. Peut-être que ça va être une leçon qu'il va falloir tirer de cette épidémie, qu'il va falloir vraiment insister sur la prévention du risque cardiovasculaire, sur la prévention de l'obésité. Peut-être que ça va remettre en cause aussi certains aspects de nos modes de vie, qu'il va falloir lutter contre la sédentarité, qu'il va falloir lutter contre la malbouffe. Parce que l'épidémie actuelle, même si on n'en a jamais connu, on ne sait pas s'il n'y en aura pas d'autres dans le futur proche, puisqu'on voit bien que cette épidémie est quand même liée à 2 grands facteurs qui sont la globalisation, l'atteinte de la biodiversité, ce sont des virus d'animaux sauvages qui sont sortis dans la population, que l'autre leçon à tirer, c'est aussi l'importance des normes sanitaires. Voilà, je pense que ça va profondément modifier notre mode de vie. Qui nous a aussi appris combien il était difficile d'avancer en ordre, tous ensemble. C'est que dans
d'une situation d'angoisse généralisée et dans un contexte anxiogène, eh bien, on a vu émerger des fractures du monde politique, mais aussi au sein du monde scientifique, alors que c'est une période où il aurait fallu au contraire qu'on montre notre unité. Et que c'est souvent à l'épreuve de ce type d'événements hors normes qu'on sent la force d'une société. Alors, je pense tout de même que la force de la société, ça a été pour l'instant de rester globalement unis avec quand même une population qui globalement a joué le jeu du confinement, a bien compris les enjeux, ce qui fait qu'on a pu soigner tous ceux qui en avaient besoin. Probablement que ça va entraîner une mutation profonde de notre système hospitalier, du monde scientifique, puis de la société dans son ensemble. Il y aura vraiment un avant et un après la crise. Quand il y a des personnes issues du monde scientifique qui s'écartent de la démarche scientifique pour promouvoir peut-être des intérêts personnels ou pour répondre à la pression médiatique, évidemment que ça va porter tort à la science. C'est très malheureux. Et ça fait partie des fractures idéologiques qui ont émergé dans ce contexte de grande anxiété généralisée. Et c'est justement une période où on devrait rester vraiment collé à l'importance d'avoir une bonne démarche scientifique qui devrait primer. Et puis on voit que c'est compliqué. Je pense que en l'état actuel des connaissances, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de traitement qui a fait vraiment sa preuve, qu'on n'a pas encore de vaccin et que l'on ne sait pas encore vraiment qui a été infecté et donc immunisé et qui n'est pas immunisé, probablement que la stratégie du stop and go, c'est la stratégie adaptée. C'est-à-dire qu'on va laisser monter le nombre de cas, puis à partir d'un certain nombre de cas, on va laisser augmenter le nombre de cas en déconfinant, et puis à partir d'un certain nombre de cas, on va remettre en place des mesures de confinement, et puis on va agir comme ça sur plusieurs mois. Ça me semble adapté. À partir du moment où on aura un traitement qui aura montré son efficacité et que l'on aura peut-être des mesures préventives facilement accessibles, dont le vaccin et les sérologies qui permettent de voir qui est immunisé et qui ne l'est pas, là, on ira vers des stratégies de déconfinement progressif et total sans retour en arrière. Mais pour l'instant, il y a encore trop de paramètres qui manquent dans l'équation pour qu'on puisse savoir exactement comment on doit déconfiner. La stratégie du stop and go, c'est plusieurs mois. Hein. C'est en gros 18 à 22 mois, 18 à 24 mois. Donc non, ça va se passer sur plusieurs mois. Ça va se passer sur plusieurs mois et ça devrait permettre d'attendre d'avoir un vaccin, puisqu'on espère avoir un vaccin d'ici 18 mois.